il y en a beaucoup plus en tant que pool adressable qui ne sont pas encore chez Crème, mais qui présentent un intérêt parce qu'on a des missions qui sont super intéressantes pour eux. Et donc là, avec la technologie qu'on a développée sur des besoins qui ne sont pas pénuriques, on est en mesure de trouver une shortlist de profils hyper pertinents en l'espace de 15 secondes. C'est hyper dépendant des données de pré-entraînement de l'IA et de ce que tu lui donnes en tant que contexte. Bonjour, vous écoutez Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Je suis Ambre Prigent. Ensemble, nous explorons les grandes transformations à travers les voix de celles et ceux qui les façonnent. Bonjour Pierre, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode du podcast Crème Connect. Bonjour Ambre, merci de me recevoir. Je suis très touché que tu aies pensé à moi pour ce premier numéro. Et j'espère qu'on va avoir c'est sûr, on va avoir une super conversation sur les sujets IA Voilà. Ouais, je suis certaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer ce podcast, j'ai envie de te demander aujourd'hui qu'est-ce qui t'a conduit à ce rôle, quelle vision tu portes sur le rôle de l'IA au quotidien aujourd'hui. C'est vrai que c'est une part importante de notre quotidien, on en entend énormément parler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir ce qui t'a conduit à devenir directeur de l'IA chez Crème de la Crème. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je viens du monde du conseil, j'ai bossé pendant une dizaine d'années en cabinet et je n'ai pas un parcours d'ingénieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais rattaché il y a quelques années au lab du cabinet dans lequel je bossais et j'étais en charge un peu de défricher tous les nouveaux sujets, tendances. Donc forcément, ChatGPT arrive. Révolution. C'est ça. À ce moment-là, on ne se rendait pas encore compte, je pense. Mais on était un certain nombre à avoir accès à la toute première version et à se dire, mais c'est incroyable. En fait, ça va potentiellement changer notre manière de travailler. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En gros, je me suis mis à 100% sur ces sujets-là, au point qu'on a lancé une offre au sein du cabinet à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment ma spécialité, au point que je me suis mis un peu sur tous les aspects, à la fois des aspects métiers, de comment on va choisir nos cas d'usage, où est-ce qu'on doit mettre l'effort, comment prioriser tout ça, comment gérer des aspects de sécurité, de déploiement, comment faire un POC, mais une fois que tu as fait ton POC, comment tu passes à la production, ce qui est quand même, il y a un gros chemin entre les deux, parce que c'est des technologies qui sont top. Tu peux faire plein de choses avec, mais si tu sais pas bien les utiliser, ça peut avoir un effet déceptif aussi. Donc, c'est un parcours assez... je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir un parcours comme ça, parce que justement, avec l'IA, tu es en mesure de concevoir très rapidement des produits avec du code, même si tu n'es pas software ingénieur de formation ou ingénieur spécialiste de l'IA depuis 10 ans, tu vois. Ouais, je comprends. C'est un peu un secteur où il y a beaucoup de choses à construire, à tester, et donc c'est pour ça que je me suis orienté progressivement vers ça. Et donc, Crème, pourquoi on a travaillé ensemble? En fait, ce que j'ai adoré, c'est en échangeant avec les cofondateurs, avec Greg et JC notamment, j'ai bien aimé le fait qu'ils avaient de l'ambition sur la partie IA. Ils avaient aussi, ils m'ont vraiment donné carte blanche en me disant, voilà nos priorités. On est sûr qu'on peut faire des choses super intéressantes avec de l'IA pour y arriver. Maintenant, à toi de nous aider à faire ça. Et donc, ça nous a amené à travailler d'une manière que je trouve super intéressante, parce que dans mon passé de consultant, en gros, tu avais Oui, parce qu'avant, tu étais freelance. C'est ça. Ok. Et tu avais ces situations où tu aides un client sur un besoin, mais à un moment donné, tu lâches le bébé, tu vois, et tu sais pas trop forcément ce qui devient. Là, en fait, j'interviens de bout en bout, quoi. Et j'aime bien cette démarche dans laquelle on fonctionne un peu en double diamant, où tu as une partie de divergence, puis de convergence, c'est-à-dire divergence dans le sens où on va explorer, on a défini une priorité par exemple, et on va explorer plein de manières de faire pour, par exemple, faire le matching des freelances avec des besoins.
Et à un moment donné, une fois qu'on a suffisamment exploré ces différents terrains, on va se dire, OK, on a la solution A, B, C, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ok, je et, comprends. et ensuite, on va converger. Et donc là, il y a cette phase où on va faire des choix. Parfois, il faut faire des choix un petit peu difficiles parce que euh, la meilleure solution pour nous, c'est pas forcément la meilleure solution dans l'absolu, tu vois. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter aussi à ce qu'on a déjà construit. Et donc, c'est toujours un peu un jeu de s'adapter au mieux au contexte dans lequel on est. Et Ok. d'ailleurs, c'est même ça qui permet généralement d'avoir de meilleures réponses quand tu t'adresses à une IA, c'est quel contexte tu vas lui donner et qu'est-ce que tu fournis comme information qui va permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Ok. Aujourd'hui, les clients qui travaillent avec Crème de la Crème et les experts qui font partie de la communauté, je crois qu'on a à peu près 45 000 C'est freelances ça, aujourd'hui, ouais. Ouais. dans la plateforme Crème de la Crème. Ils n'ont pas conscience que l'IA fait partie intégrante de la plateforme Crème. J'ai envie de te demander aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en coulisses. Ouais. Quels sont les attraits. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Crème de la Crème a choisi de mettre de l'IA dans sa plateforme. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les équipes se servent de ces solutions-là pour être meilleures, pour mieux adresser nos clients, pour mieux répondre aux besoins et aux enjeux des grandes entreprises et des scale-up. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ton métier de directeur de l'IA, de Head of IA, est important au sein de l'entreprise? Ouais. En fait, on n'a pas attendu mon arrivée pour faire de l'IA. Il y en avait déjà avant chez Crème. En fait, il y a plein de choses qui avaient déjà été un petit peu explorées, mais où on s'arrêtait un peu en cours de route en se disant, attends, en fait, il y a un potentiel de dingue, mais euh, il faut qu'on creuse tout ça en y dédiant des ressources. Et donc, mon arrivée a permis d'aider l'équipe tech, notamment, à prendre du recul sur ces sujets et d'aller sélectionner les bons cas d'usage à les adresser, ceux qui ont de l'impact. Donc, par exemple, on va reparler, je pense, du matching, parce que c'est vraiment un cas super Ouais, je crois que intéressant. c'est le cœur de Crème, le C'est ça. matching. Et du coup, il y a énormément de potentiel derrière tout ça. C'est-à-dire que tu disais qu'il y a 45 000 freelances. Il y en a peut-être même un petit peu plus en interne, mais il y en a beaucoup plus en tant que pool adressable qui ne sont pas encore chez Crème, mais qui présentent un intérêt parce qu'on a des missions qui sont super intéressantes pour eux. Et donc, l'une des questions, c'est comment on utilise l'IA à la fois pour mieux faire le matching sur notre pool actuel de Notre freelance. propre communauté. Exactement. Et en même temps, comment on va trouver les freelances de demain qui vont rejoindre la Qui communauté. vont rejoindre la plateforme. Okay. C'est ça. Tu parlais d'équipe tout à l'heure. Justement, comment est composée l'équipe tech chez Crème de la Crème pour que je comprenne bien quelles sont les interactions que tu as avec les différentes, les différents chefs d'orchestre de la plateforme, en fait. Et c'est aussi un moyen de revenir sur le titre de Head of AI ou directeur de l'IA. On peut donner plein de noms à ça. Il faut savoir que Crème, c'est pas une boîte d'IA par nature, tu vois. Le job de Crème, c'est de faire du matching, en gros. Ouais, de mettre en relation des experts en data, en IA, en digital, en marketing, en cyber, avec les grandes entreprises qui ont des enjeux important de transformation. C'est ça, et donc il y a un point qui est super important, c'est que l'IA n'est pas une fin, c'est un moyen. Et donc on l'utilise pour mieux faire le matching, par exemple. Et donc on est une petite équipe. Tu vois, il y a des boîtes qui ont des équipes IA hyper importantes. Donc, nous, on est en gros moins d'une dizaine. Hein. Donc, il y a une personne au produit, une personne sur l'IA, une petite équipe tech avec quelques devs, un CTO, les cofondateurs. Mais tu vois, on fonctionne sur une équipe qui est très, très réduite quand même. Du coup, c'est hyper excitant, je trouve, parce que... C'est agile, au moins. C'est ça. Mais du coup, ça force aussi à être impitoyable sur la sélection des cas d'usage. Parce qu'en fait, on a tellement qui peuvent être explorés
que ce qu'il faut, c'est vraiment sélectionner ceux où on sait qu'il va y avoir Et justement, un impact comment énorme. tu les sélectionnes, les cas d'usage? Avec ce double diamant dont je te parlais, en fait, on a des discussions régulièrement pour reprioriser différents éléments dans notre roadmap IA. C'est quelque chose, je te cache pas, qui est pas simple, dans la mesure où ça bouge tellement vite, l'IA aujourd'hui, que on peut adresser un cas d'usage aujourd'hui d'une certaine manière et demain, ça va être s'adressé d'une manière totalement autre parce que la technologie sera différente et donc on va pouvoir construire différemment notre process pour analyser des briefs, par exemple, de missions, pour les retravailler, pour faire des dossiers de compétences pour les freelances, pour le matching, etc. Et donc, ça nécessite d'avoir ces moments où on se pose à intervalles réguliers pour réfléchir à OK, on a ce cap qu'on s'est donné. Est-ce qu'on est toujours tous alignés avec ce cap ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer? Donc parfois, ça nous conduit. Il y a eu plusieurs POC ou POC avancés ou déjà Alors intégrés justement, un peu à la production qu'on alors a mis de attends, côté. tu me parles de POC, Pierre. Ouais. Explique un peu ce que c'est qu'un POC. Un POC, ça veut dire Proof of Concept. C'est cette idée que quand tu vas vouloir, imaginons, retravailler le matching pour qu'il prenne moins de temps, qu'il soit plus efficace, qu'on ait vraiment le top du top, la crème de la crème des profils à proposer, on va essayer de trouver une autre manière de faire techniquement, mais avant de se lancer dans des développements qui peuvent être assez longs, on va essayer d'apporter la preuve technique qu'on a trouvé une meilleure manière de faire. Et donc pour ça, ça nécessite de tester différentes approches, différentes technologies, différents LLM. Donc LLM, c'est les grands modèles de langage, c'est les IA qu'on utilise au quotidien, hein, D'accord. Claude, les modèles GPT-4, 5, etc. Ça, Ok. c'est des LLM. Ok, très clair. Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu me parlais de matching. Concrètement, comment l'IA aujourd'hui aide, on va dire, à faire en sorte de matcher avec les bons profils. Quand un sales chez Crème reçoit un besoin d'un client, en cyber, en data ou même en IA, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi les rouages, en fait? Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que directeur de l'IA, tu fais en sorte de faire gagner du temps aux sales et de leur donner les moyens d'adresser le meilleur profil ou les meilleurs profils en moins de 48 heures? Parce que c'est clairement la promesse C'est de la Crème. promesse. Et je peux te dire que là, avec la technologie qu'on a développée, sur des besoins qui ne sont pas pénuriques, on est en mesure de trouver une shortlist de profils hyper pertinents en l'espace de 15 secondes. 15 secondes, en gros. D'accord, 15 secondes. 15 secondes. Donc ça, c'est un process qui prenait avant beaucoup de temps. Donc potentiellement plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les besoins plus pénuriques. Là, on est à un point où on a vraiment hyper raffiné notre manière de chercher les profils pour faire en sorte d'avoir un process qui se déroule en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on a une brique de recherche qui a accès à toute notre base de profils et qui va faire une sélection déjà, on va dire, d'une centaine de profils. Et sur cette centaine de profils retenus par rapport à un besoin, on va faire tourner de l'IA par-dessus pour analyser vraiment en profondeur les expériences des freelances et être en mesure de dire, OK, là, il a telle expérience qui est hyper pertinente par rapport à tel besoin pour lequel on a besoin de trouver quelqu'un. Ça match. Peut-être que sur un autre point, ça ne matche pas, etc. Ou est-ce que ça match ailleurs, en fait? On le fait, Ok. on parallélise aussi ces analyses de manière à avoir des résultats plus vite et hyper pertinents. Ok. Est-ce que les sales ou les équipes qui travaillent chez Crème ont conscience qu'aujourd'hui, l'IA est partout? Je pense qu'ils ont conscience qu'elle est partout, mais ils n'ont pas forcément conscience encore de tout ce qu'on est en train de créer et leur mettre à disposition. Par exemple, ce matching dont je te parlais, on l'a ouvert pour l'instant à certains des sales. Ils n'ont pas tous accès. Et alors que, comme on a de super résultats, on est en train de le déployer progressivement à plus en plus de monde.
c'est sûr qu'on va le déployer à tout le monde. On est déjà en train de travailler sur la brique d'après, qui est comment tu fais pour aller trouver les freelances qui ne sont pas dans la communauté. Et Et justement, comment tu fais alors? alors, il y a plein de manières de faire et je vais pas tout détailler parce que c'est aussi notre secret sauce, mais on a pas mal de possibilités avec les agents IA, notamment. D'accord. Donc, un agent, Alors, ça se distingue. on en parle beaucoup des agents IA, de l'agentique. Voilà. Est-ce que après, une fois que tu auras répondu à ma question, on pourra revenir là-dessus Ouais, parce bien que sûr. moi, tu vois, en tant que VP Com et Market chez Crème, quand j'utilise ChatGPT, clairement, on me parle des agents. Alors moi, c'est complètement opaque pour moi. Souvent, on en utilise déjà au quotidien sans même s'en rendre compte. En fait, si on veut vraiment résumer pour comprendre la logique derrière, on peut se dire qu'un agent, ça a une certaine autonomie. Donc, on va pas forcément le guider de manière hyper explicite tout le temps en lui disant fais ci, fais ça, va ici, cherche telle chose En promptant. en promptant. Là, en fait, tout ça, c'est automatisé avec une sorte de workflow où on va se rendre compte que, on est face à un besoin pénurique, donc ça veut dire qu'on a besoin de déclencher notre agent de sourcing, et cet agent de sourcing, il va avoir accès à une multitude outils qu'on développe ou auxquels on a déjà accès, on lui donne juste les clés pour qu'il aille les utiliser, ouvrir des portes, et on va derrière analyser tout un ensemble de données qui sont pas forcément structurées, c'est pas forcément une base de données qu'il y a derrière, mais ça va permettre d'aller faire des analyses hyper poussées. Donc, je te donne un exemple, peut-être un peu de niche, mais ça pourrait être quelque chose comme tu as un développeur qui a un profil sur GitHub, par exemple, ben, tu vas donner la capacité à ton agent d'aller trouver son profil sur GitHub, vérifier que ce qu'il raconte, c'est pas du flan et que potentiellement il a mis à disposition des ressources, des choses qui montrent que Et ça, c'est c'est très l'agent IA qualitatif ce qu'il fait. qui s'en C'est occupe. potentiellement l'agent IA Ok, qui s'en occupe. Ouais. Mais après, d'accord. il y a il y a agent et agent, c'est-à-dire que tu peux avoir juste un agent qui fait plein de choses, mais généralement, on en vient à avoir un système hyper complexe avec plusieurs agents, des ensembles de règles, un système d'orchestration, parce que chaque agent va avoir sa spécialité. Tu vas avoir potentiellement, dans ce cas-là, un agent qui va analyser, dont la spécialité, ça va être juste d'analyser les profils GitHub, mais cette branche-là, elle va se déclencher que quand tu es face à un profil de dev, par exemple. Tu vois. D'accord. Donc, il y a pas mal de finesse après, mais c'est hyper intéressant à explorer tout ça, à faire des tests avec des données réelles ou synthétiques. Des données synthétiques, c'est des données que tu génères avec de l'IA. Donc, par exemple, si par exemple tu veux faire des tests sur l'analyse de profils sans utiliser des vrais profils de freelance, tu vas tout simplement demander à l'IA de te générer ces faux profils et tu vas faire tourner tes analyses dessus, par Dessus, exemple. pour tester le modèle. Par exemple. D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc, si j'en reviens à ma question juste avant de parler des agents, comment les sales utilisent l'IA aujourd'hui et comment toi, tu as mis en place ces guidelines pour pouvoir les aider au quotidien à répondre aux enjeux de leurs clients. Ouais. En fait, on a mis en place, on a un back-office chez Crème, enfin même un repo, on va dire, un endroit où vit notre code, qui est où tout est consolidé, c'est-à-dire le site pour les clients, un espace pour les freelances, un espace qui est dédié aux Sécurisé, sales, du coup. etc. Oui, c'est ça. Et donc, tout le code vit presque au même endroit. Et donc, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de faire la solution simpliste de dire ben on vous ouvre l'accès à ChatGPT ou à un copilote ou Claude ou autre, et en disant maintenant débrouillez-vous, on vous met à disposition les outils IA et utilisez-les comme vous le Comme un souhaitez. chat, en fait. Hein. Ce qu'on a préféré faire, c'est quelque chose qui prend plus de temps. Et donc, c'est d'intégrer l'IA directement dans leur workflow quotidien. D'accord. Et donc ça pose pas mal de questions parce que ce qui va te prendre, tu vois, par exemple, le matching dont je parlais tout à l'heure, moi, ça m'a pris
2 semaines pour avoir une version hyper robuste qui tournait sur Claude, donc un concurrent de ChatGPT. Donc tout était sur un agent à ce moment-là. Mais en fait, quand tu veux passer de cette démonstration qui fonctionne super bien à un environnement en production intégré dans tes outils et tout, là, c'est plus complexe. Et donc, forcément, tu passes un certain temps à retravailler ta logique et à décomposer ça en une multitude d'agents qui vont avoir des tâches différentes, qui travaillent entre eux, avec parfois des agents, parfois juste des workflows qui sont 100% automatisés, où on ne va pas laisser l'IA décider de ce qu'elle doit faire, parce que ça prend du temps. Et on a des vraies contraintes de latence, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur comment tu arrives à juste 15 secondes pour trouver une première liste de profils. Ouais. Ça peut sembler simple sur le papier, mais ça l'est beaucoup moins quand tu commences à tester les modèles. Donc ça nous a conduit à faire pas mal de choix, mais avec un cap qu'on s'était donné en amont, qui était d'être en mesure potentiellement que les sales soient en rendez-vous, et avant la fin du rendez-vous avec le client, soient en mesure de dire « Ok, pour votre besoin, on a déjà... tel freelance qui 15, sont 20, disponibles. 30 possibles de freelance possibles. Exactement. Okay. Donc, mais c'est opaque pour eux, ils s'en rendent même pas compte en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment changé leur système au quotidien. Exactement. Okay. Alors après, il y a plein de choses sur lesquelles on est en train de travailler où ça va être plus visible. Mais là, effectivement, tu pourrais dire en voyant l'interface du back-office qu'entre il y a quelques mois et aujourd'hui, elle n'a absolument pas changé. Parce que avant, tu avais une liste de freelance dessus. Maintenant, tu as une liste de freelance, mais elle est constituée de manière totalement différente. Et surtout, tu as des petites analyses, tu as tout un tas de petites choses qu'on essaye de raffiner dans l'expérience pour que... Du scoring. Des petits résumés de l'expérience, des informations qu'on a sur eux. Et donc, ça permet d'arriver, tu fais ta recherche, 15 secondes après, tu as tes résultats. Et là, tu as en un clin d'œil une lecture assez complète le travail, un travail où l'IA t'a pas mal aidé à écrémer sur l'ensemble des freelances et trouver juste une petite shortlist qui, elle, va être super pertinente. Et donc là, on aide. C'est pas un process où on a tout automatisé, c'est volontaire de notre part. Ce qu'on voulait, c'était que l'IA soit utilisée de manière intelligente, qu'on écrème les 45 000 profils qu'on ne peut pas adresser exactement. À tout. Et faciliter le travail des sales pour qu'ils se disent « Ok, maintenant, j'ai cette liste, c'est ces personnes-là, potentiellement, qui sont les mieux placées pour... » Mais l'humain reste quand même central. L'humain reste central, parce que les IA sont fantastiques pour gagner du temps, mais elles peuvent conduire à faire des erreurs. Il y a des problèmes de biais, d'hallucinations. Justement, parlons-en de ces biais, ces hallucinations. Qu'est-ce qu'une hallucination aujourd'hui? Comment, toi, tu te dis que la réponse de l'IA est juste? Comment, aujourd'hui, un chat GPT va te donner une réponse suite à un prompt. Comment tu es capable de savoir si cette information-là est juste? Alors, l'hallucination, pour revenir sur le terme, c'est quand l'IA va te faire une réponse qui est factuellement fausse, mais qui est généralement assez plausible. Donc, tu poses une question sur une date précise et où l'IA n'a pas l'info. Alors, il y a différents moyens de pallier ce problème. Tu peux donner accès au web à ton IA, et donc elle va aller vérifier sur le web si... Mais elle n'est pas sécurisée, du coup. Enfin, moins. Ça dépend. Alors, c'est vrai que ça pose des problèmes, le fait que les IA puissent accéder au web, surtout quand tu es en mode agentique. Parce que, pour d'autres raisons, on peut faire des attaques d'injection de prompt ou de choses qui vont induire l'IA en erreur. Mais c'est vrai que tu es hyper dépendant des données de pré-entraînement de l'IA et de ce que tu lui donnes en tant que contexte. Donc, si ton contexte, quand je dis ton contexte, ça peut être
tes données internes d'entreprise. Si elles ne sont pas de bonne qualité, tu n'auras pas de bons résultats avec l'IA. Parce que c'est ça qui nourrit l'IA, au final. C'est ça. D'accord. Et c'est la même chose sur le web. Si tu nourris ton IA avec n'importe quoi, tu ne vas pas avoir de bons résultats. Et donc, mais parfois, même en ayant mis à disposition de ton IA des bonnes sources d'informations, il peut y arriver... D'où l'importance d'avoir des datas d'avoir qui sont des datas de qualité, d'avoir qualité. des garde-fous, d'avoir on appelle ça les guardrails, faire de l'observabilité, donc c'est-à-dire tout un tas de stratégies via lesquelles tu vas observer ce qui s'est passé et pouvoir analyser pourquoi ça s'est passé de telle manière, pourquoi il y a eu une erreur. Et donc ça, c'est un travail qui... Et c'est ce que tu fais, toi C'est ce que je fais au quotidien. Ça prend un temps fou. Et c'est comme, tu vois, on parlait des LLM et de leurs capacités qui sont différentes d'une techno à l'autre. Ça, c'est un gros point aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit qui est créé sur ces sujets-là via les réseaux sociaux, LinkedIn, X, etc. Toutes les semaines, on te bombarde de nouveautés IA en disant c'est une révolution, c'est fantastique, etc. Mais comment tu fais le tri c'est hyper difficile. Parmi tout ça? C'est hyper difficile parce qu'il faut être en mesure de... En fait, la meilleure manière de savoir faire la différence entre ce qui est une vraie révolution et ce qui n'en est pas une, c'est de tester. C'est de les tester. C'est tester, c'est faire de la veille. Donc, ça veut dire suivre les bons comptes, avoir une lecture, être capable de cerner les enjeux métiers, mais aussi les aspects techniques. Et parfois, vraiment, tu vois, on va te communiquer des benchmarks sur les modèles et on va te dire tel modèle a eu tel résultat hyper intéressant sur tel benchmark. Et en fait, quand tu testes le modèle derrière sur tes données à toi, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Et là, ça nous a conduit récemment à faire des choix de couper certains modèles pour certains cas d'usage parce qu'on se rendait compte que ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas, ok. Aujourd'hui, tout à l'heure... Mais là, on a vraiment trouvé un bon équilibre. Là ça y est, là, on est bon. Ça fonctionne super bien. Et tout à l'heure, tu me parlais de ChatGPT, de Claude. Comment on s'en sort parmi tous ces outils d'IA? Comment, toi, tu arrives à choisir un outil plus qu'un autre? Est-ce qu'on doit justement choisir un outil plus qu'un autre? Est-ce qu'on se dit qu'on utilise un peu tous les outils? Voilà, comment ça se passe? Je pense que ça dépend de la personne et de tes enjeux. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes font le choix, par exemple, d'utiliser ChatGPT et ils vont l'utiliser pour un peu tout. Et ça peut être un très bon choix parce que directement sur ChatGPT, tu as la partie conversationnelle, tu peux passer en mode vocal, tu as la capacité d'enregistrer les réunions, ça te génère les résumés des réunions. Ça, généralement, c'est des abonnements à des plateformes tierces, ça peut coûter très cher. Là, on peut se dire qu'aujourd'hui, raisonnablement, avec un plan à un peu plus de 20 € par mois, tu as quelque chose qui peut vraiment t'aider dans ton quotidien. Après, tu peux avoir des besoins plus spécifiques. Moi, par exemple, je passe beaucoup de temps à coder, à prototyper des produits. Et pour ça, ChatGPT a eu des extensions. Donc, il y a Codex, par exemple, qui est un des outils rattachés à ChatGPT qui te permet de coder. Des sites ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus. On a un mix, en fait. On a Codex, Cursor en interne, on a Claude Code. Moi, c'est celui que j'utilise le plus, je pense, à l'heure actuelle. À titre personnel? C'est ça. Ok. Mais chacun fait aussi un peu en fonction de ses préférences. On n'a pas fermé là-dessus parce que, en fait, la plus-value que va t'apporter un Claude Code peut-être pendant quelques mois, ou celle de Codex pendant quelques mois. Parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau. Ils ne sont pas tous au même niveau, et ils ne sont pas tous au même niveau sur différents aspects. Tu vois, ça. Ouais. Claude va être très bon sur certains aspects de design, là où Codex, avec leur dernier modèle, GPT-5 Codex, va être très très bon sur d'autres aspects du design. Donc, en fait, c'est bien d'avoir cette liberté de changer. Mais j'avoue que si là, je devais en retenir qu'un, ce serait Claude Code. Et je pense que beaucoup de monde aujourd'hui utilise, quand tu devs des produits... Donc, du coup, je dois arrêter mon abonnement de ChatGPT
et passer sur Anthropique. Tout dépend, on est d'accord. Tout dépend de ce que tu cherches. Si tu cherches à l'heure actuelle, ce que je dis là n'est valable qu'aujourd'hui et peut-être pour la semaine à venir. Oui, c'est vrai que ça change tellement. Mais à l'heure actuelle, je te dirais que si, par exemple, tu veux enregistrer les réunions et tout faire dans le même outil, ChatGPT reste peut-être la meilleure option. Là où Claude est excellent sur de l'analyse vraiment hyper rigoureuse, la génération de code, sur le texte, la pour partie tout ce qui est génération de texte, marketing, aussi, ça va être excellent aussi. En plus, ils ont développé un truc que OpenAI n'a pas encore, c'est la partie skills, donc c'est-à-dire que l'IA va, au fur et à mesure de tes interactions avec, non seulement retenir, avoir une mémoire, mais elle va être en mesure de te proposer quand elle voit que tu as une certaine manière de faire, par exemple, tu as une certaine manière d'écrire des articles, tu vas pouvoir créer une skill rédaction d'articles. Et donc, dès que tu vas lui demander de rédiger un nouvel article, l'IA va pouvoir utiliser cette skill. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de prompts que tu auras pu à refaire parce qu'elle aura cette skill. Je vais peut-être m'y mettre, du coup. Ça va me faire encore plus gagner du temps. Tout à l'heure, tu me parlais de matching et de... on va dire, proposition des meilleurs profils aux sales, donc à nos clients au final, enfin aux clients de crème. Est-ce que demain, parce que là on parle côté freelance, est-ce que demain, ou peut-être même aujourd'hui c'est déjà le cas, on serait capable de prédire, grâce à notre modèle, les futurs besoins de nos clients ? Typiquement, on a staffé BNP sur une squad pour développer ou transformer des enjeux de notre client sur tel ou tel métier, de la data. Et par exemple, est-ce que demain, à partir du moment où on a cette squad chez notre client, on serait capable de se dire, OK, son besoin, c'était celui-ci, aujourd'hui, c'est celui-là. Demain ou dans un mois, ce sera ça. Et du coup, d'anticiper les futurs besoins de nos clients. Ouais. C'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'on n'a pas parlé pendant la préparation du podcast, et c'est un point sur lequel j'ai travaillé, où j'ai fait un certain nombre d'explorations avec des résultats vraiment excellents, en mixant différentes sources d'informations liées aux interactions qu'on a avec les clients, liées à un agent IA qui va aller faire de la recherche sur le contexte du client, son actualité, etc. Et à partir de ça, alors c'était pas exactement la même chose, c'était pas pour forcément pour anticiper leurs besoins, mais plus anticiper comment on devrait s'adresser à eux et qu'est-ce qu'on devrait leur proposer. Et les résultats que j'ai eus étaient vraiment bluffants. Incroyable. Alors c'était sur des données anonymisées et des mix aussi avec de la donnée synthétique, mais vraiment c'était assez bluffant. Après, il y a toujours ce truc où il faut être capable de mettre de l'IA, mais pas trop. C'est-à-dire, l'IA va être super bonne pour t'aider à repérer certains patterns, mais il va falloir à un moment donné, en tout cas avec la techno qu'on a actuellement, il va falloir faire revenir de l'humain aujourd'hui, c'est difficile de remplacer l'œil d'un expert qui est au contact du client, qui connaît bien ses besoins. Mais on va dire que l'IA va t'aider à aller super vite. Et parfois, c'est un peu un sparring partner, tu vois. Ça va te donner plein d'idées de choses que tu pourrais faire que tu fais peut-être pas aujourd'hui. Et ça, c'est un usage que j'ai beaucoup de l'IA. J'attends pas quand je vais poser une question à LLM, j'attends pas forcément d'avoir la réponse absolue. J'attends d'avoir une guideline, un highlight que tu as derrière retravaillé avec ton prisme, avec ta vision, avec ton expertise. J'attends que ça me propose des idées et que je puisse me dire au bout de quelques minutes, OK, j'ai peut-être pas la réponse absolue, mais je sais que j'ai ça qui peut être explorable. OK. Ouais. Super intéressant. OK. Et comment toi, du coup, tu te nourris au quotidien? C'est-à-dire que pour proposer tel outil, pour trouver des nouvelles idées, pour, on va dire, innover au quotidien et être toujours dans le ton juste, comment toi, tu vas te nourrir? Ouais. Alors,
On va dire que c'est les réseaux sociaux, mais en les priorisant. C'est-à-dire LinkedIn, souvent, c'est un peu une caisse de résonance où tu vas retrouver les mêmes informations en boucle. Pour vraiment les actus IA, j'utilise des newsletters qui sont générés par IA, mais qui vont mixer plein de sources différentes. Et après, tu vas me prendre pour un stalker, mais je pense que j'ai ajouté sur X à peu près tous les ingénieurs d'OpenAI et d'Anthropic ou de Google. Attention, Donc, pour ceux qui nous écoutent. Je suis énormément Pierre est de là, comptes. il vous regarde. Énormément de comptes pertinents. Mais t'apprends beaucoup de choses en regardant comment ceux qui conçoivent ces outils font au quotidien, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a plein de cas d'usage dont j'aurais peut-être jamais eu l'idée si j'avais pas déjà vu avant quelqu'un, à un moment donné, sur X, poster une vidéo ou quelque chose sur... tu te nourris des autres, en fait, au final. C'est ça, en fait, c'est... On grandit ensemble. Utilisant... Encore une fois, l'humain reste quand même la place principale. C'est ça. Dans notre modèle. Ok, hyper intéressant. Si tu devais aujourd'hui regarder dans les prochains mois pour Crème, qu'est-ce que tu y vois? Enfin, qu'est-ce que tu y verrais, pardon? Alors, il y a beaucoup de choses et on est en train de prioriser les sujets, mais je dirais que là, on est en train d'adresser le matching, mais les aspects complémentaires, on va dire, sur comment on va adresser les freelances qui ne sont pas encore dans la communauté. Il y a la partie brief, c'est-à-dire tu peux pas faire un matching de bonne qualité si le brief de départ n'est pas assez... Okay. Et on connaît tous cette situation où le client est pressé, il va te dire, il va t'expliquer son besoin avec ses mots, mais il va manquer parfois il te manque quelques infos. Et donc on est en train de concevoir un assistant qui aide les sales à s'assurer qu'il y a absolument toutes les infos nécessaires et ça aide ensuite... S'il n'y a pas toutes les infos, ils vont devoir aller les chercher, forcément. Ouais. Okay. Ou alors, tu peux les inférer, mais le mieux, bien sûr, c'est d'aller les récupérer. Mais ça, c'est une condition préalable pour avoir un matching ultra qualitatif, parce que t'as beau avoir un super algorithme, si tu le fais pas tourner sur le bon besoin, tu auras forcément des résultats à côté de la plaque. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel on bosse pas mal en ce moment. Et après, il y a la suite, c'est une fois que tu as shortlisté tes profils, qu'ils ont été contactés, qu'il y en a un certain nombre qui ont peut-être aussi postulé pour une mission, il faut qu'on prépare des dossiers de compétences. Donc on s'assure que ce qui est sur leur profil LinkedIn, leur CV, etc., c'est vrai, qu'on a bien de l'information à jour. Dans notre BO. Dans notre BO. Donc, BO, c'est back-office. Ouais. C'est aussi d'aller peut-être leur faire passer des tests, des choses pour savoir quelle est leur motivation. Est-ce que le match est bon, en fait? Nous, on est vraiment... Enfin, je pense qu'on est vraiment des matchmakers. On pourrait dire qu'on est le Tinder de... J'ai pas osé le dire, mais oui. C'est différent parce que... le Tinder professionnel. C'est pas un contact direct entre une boîte et les freelances. On a... les équipes de Crème qui restent quand même entre les deux. Et je pense que c'est super important d'avoir un intermédiaire sur cette partie-là pour pas faire perdre de temps à la fois aux freelances, mais aussi aux clients qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Beaucoup de temps déjà à consacrer, ouais, je suis d'accord. Et du coup, la partie dossier de compétences, elle est super importante. Après, on a aussi comment on met à disposition de la communauté de freelance des briques d'IA qui pourraient être pertinentes pour eux, pour avoir de l'information. Tu vois, il y a plein de freelances, ils viennent juste de se lancer, ils ont plein de questions mais qui ne sont même pas liées à Crème, en fait, mais plus sur... à l'administratif ils ont besoin d'être aussi. accompagnés exactement ouais, sur ces aspects-là. Il y a un terrain de jeu énorme là-dessus. Ça peut aussi être sur quelle interface tu donnes à tes clients ou prospects pour interagir avec Crème. C'est-à-dire, potentiellement, ils ont peut-être un besoin,
mais ils savent pas comment l'adresser. Ils n'ont pas forcément envie de parler tout de suite avec quelqu'un. Donc, tu as des besoins inbound, des personnes qui arrivent sur ton site, il faut les accompagner. Et donc, utiliser de l'IA pour ça et les aider à les orienter, dire Crème, ça va vous aider pour telle chose, créer leur brief, exactement. Okay. Prendre rendez-vous avec les sales, c'est des choses qu'on regarde très clairement aujourd'hui. Mais il y a aussi comment nous, on va scorer des leads, s'assurer de contacter les bonnes personnes au bon moment, avec le bon message. Enfin, tout ça, c'est pas nouveau. Mais disons que l'IA te permet de le faire avec un prisme un petit peu et là-dessus, différent. Les équipes de Crème sont très avancées, du coup, oui. Par rapport à la concurrence, sans les citer. Comment Crème se situe au niveau de l'IA? Est-ce que toi, tu arrives à avoir un spectre et à savoir aujourd'hui ce que fait les concurrents, ce que font les concurrents, pardon. C'est marrant que tu poses cette question parce qu'on échange très, très régulièrement avec... alors, je dirais pas forcément concurrence. Ça peut être des concurrents, ça peut être parfois des boîtes qui ont des services très similaires, mais où la proposition de valeur n'est pas exactement la même. Ça tient à des petits détails. Et du coup, on peut avoir un intérêt à discuter sur des aspects techniques, notamment, et de comment on fait le matching, typiquement. Et on s'est rendu compte déjà, on n'est pas du tout en retard, qu'il y a certains aspects sur lesquels c'est rassurant de voir qu'on fait les choses de la même manière, notamment sur la brique de recherche à partir d'une énorme base de données. Et après, tu as aussi des points sur lesquels on fait les choses différemment. Et j'espère que c'est les bons choix. Par exemple, sur la brique agentique, on a décidé de créer notre propre serveur MCP. D'accord, alors oula. MCP. Alors attends, parce que là, tu me parles d'agentique, tu me parles de MCP. Je te rappelle que moi, je fais de la com. Donc, va falloir que tu m'expliques un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Bah, tu vois, tout à l'heure, on disait que l'IA, elle avait peut-être besoin d'accéder au web dans certaines situations pour pouvoir avoir un contexte en plus. De la même manière, enfin, tu as d'autres stratégies pour donner ce contexte pertinent à l'IA. Et le MCP, ça permet de donner accès à différents outils pour lesquels tu pourrais échanger via API, par exemple. Mais là, en fait, le MCP, ça va vraiment aider à... C'est comme si tu donnais une carte à ton LLM, à ton IA, en lui disant, voilà, tu as accès à ça. Tu as accès, imaginons, je sais pas, Salesforce, des pièces jointes, HubSpot, en fait. Tu mets des pièces jointes ou mais sauf que c'est pas manuel. D'accord. C'est automatique, c'est-à-dire que tu lui dis juste ce à quoi elle a accès, comment y accéder, etc. Et c'est l'IA qui, d'elle-même, alors sauf si elle est promptée pour, mais elle peut d'elle-même faire le choix d'aller prendre telle ou telle information à un endroit ou un autre. Et donc ça, c'est... je te donne un exemple. Ça pourrait être, par exemple, tu veux générer un mail pour un client et tu as besoin d'avoir le contexte global de tes échanges avec ce client et de ne pas générer un message basique, mais un truc hyper personnalisé. Bah, tu peux créer un agent qui est connecté à plusieurs MCP, branché sur HubSpot, ton CRM, branché sur ton back-office, ton propre système avec tes données internes, et d'autres outils. Et c'est l'IA qui, parce que tu lui as expliqué, va choisir. Ok, alors c'est tel client. Donc je vais faire une recherche sur HubSpot. Ok, j'ai plein d'informations. On va les prendre. Ça peut être pertinent. Ok, il y a telle autre informations sur le back-office qui sont pertinentes. On va les prendre aussi. Et à la fin, ça va te faire un mix. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir la meilleure passer réponse. D'un message hyper basique à quelque chose d'hyper personnalisé. D'accord, ok. Et tout à l'heure, on parlait des concurrents ou des autres boîtes dont le modèle peuvent s'apparenter à celui de Crème. Justement, ces personnes-là, vous avez pas mal d'interactions entre vous. Comment ça se passe? Tu arrives à aller chercher de l'info, à savoir où elles en sont Alors, on a... Je pense tout le monde garde un petit peu ses petits secrets, mais sur un certain nombre d'aspects, j'ai été vraiment étonné de voir à quel point quand toi-même tu fais preuve d'ouverture en étant très transparent sur tes challenges actuels, ce que tu as testé, qui a bien fonctionné, qui a moins bien fonctionné, etc. Je suis assez surpris de voir à chaque fois
à quel point les équipes tech sont ouvertes à échanger sur des choses qui pourraient être un petit peu gardées secrètes. Et c'est super intéressant parce que ça, même si parfois ça peut être des concurrents ou des presque concurrents, on a des échanges qui sont super intéressants. Ou parfois ça va être des échanges avec des boîtes qui font pas du tout la même chose que nous. Par exemple, on avait échangé il y a quelque temps avec Alan et leurs équipes sales. Et on avait des questions par rapport à certains outils, certains cas d'usage. Et en fait, ça nourrit comment dire, notre propre réflexion sur comment construire, enfin, sur comment intégrer l'IA dans nos produits. Ok. Et notamment, ça nous a confirmé dans le choix de développer de l'IA directement sur tout ce qu'on a déjà fait, de l'intégrer au plus profond de notre produit interne. Ok, très clair. Donc, Crème, pour moi, c'est vraiment une boîte tech, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent par rapport à d'autres acteurs avec lesquels j'ai pu travailler qui font des choses assez similaires. Quand je suis arrivé, on m'a montré assez rapidement, avec fierté, le back-office. le back-office, tout ce qui avait été construit. Et La mine d'or de Crème. C'est une mine d'or. Je découvre toutes les semaines de nouvelles choses dessus qui sont où on se dit, en fait, on a ce truc, si on met un petit peu d'IA en plus là-dessus, mais c'est le feu. Ok, merci beaucoup Pierre. J'ai envie de finir ce premier épisode en te posant une petite question un peu plus humaine. Voilà, j'ai envie de te demander aujourd'hui si tu avais un cas d'usage ou un outil ou une innovation qui, on va dire, est pas connue et qui mériterait à être connue. Ce serait quoi? Alors, je pense que j'en vois deux. Il y en a une qui est très très récente et une qui est un peu moins récente, mais les deux sont chez le même acteur. Claude. Le fameux Claude. Une fonctionnalité. Mon nouveau BFF. Tout le monde se dit que c'est mon super pote. C'est vrai. Claude a une fonctionnalité que je trouve sous-utilisée, ou pas assez connue. Ça s'appelle les artefacts, ou artefacts dans la traduction française. Encore un autre jargon. Et en fait, c'est juste la capacité qu'a l'application Claude, donc, qui est le concurrent de ChatGPT, à générer du code pour te créer une petite interface web ou un prototype ou une slide. Ça peut faire tout un tas de choses. Et ça fonctionne vraiment hyper bien. Alors, ChatGPT a une fonctionnalité similaire avec ce qu'ils appellent le mode Canva. Mais ça fonctionne, je trouve, mieux chez Claude. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, notamment quand on a des réunions où on échange, on brainstorm sur plein de sujets. Ça aide à converger ou même à diverger parfois, parce que on va l'utiliser on va lui injecter par exemple le transcript de la réunion qu'on vient de faire et donner quelques indications supplémentaires et générer un premier prototype qu'on va ensuite décider de soit jeter, soit raffiner. Mais ça aide beaucoup dans la réflexion à bien se projeter sur ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est un super truc. Et après, là, le truc qui me rend fou en ce moment, c'est sur Claude Code, donc l'outil dont je parlais tout à l'heure pour coder. Tu as la possibilité de l'exécuter maintenant dans le cloud. Donc, c'est-à-dire que avant, quand tu développais un site, une application, ce que tu veux, tu devais avoir ton environnement paramétré sur ton ordinateur. Et donc, ça veut dire que tu peux vraiment travailler, on va dire, que quand tu es devant ton ordinateur. Maintenant, avec ça, tu as la possibilité. Imaginons, tu rentres chez toi le soir, tu as une idée qui te vient en tête et tu n'as pas envie d'attendre le lendemain pour mettre sur l'ordi. Ouais. Tu vas utiliser cet outil directement depuis ton téléphone et tu vas en lancer 1, 2, 3 agents, par exemple, qui vont travailler sur une tâche, coder, ouais, exactement. et tu reviens plus tard et puis il te fait la synthèse de ce qu'il a fait, la petite liste de tâches qu'il a cochées au fur et à mesure, des blocs de code qu'il a fait. Tu n'as plus qu'à les exécuter, les tester. Et ça permet d'aller super vite. Et c'est le genre de... Codex fait la même chose chez OpenAI.
Mais ouais, vraiment, c'est le genre de choses qu'on apprécie beaucoup de voir. Qui ne sont pas encore vraiment connues et qui méritent d'être connues. Ça vient d'arriver, la version web de Claude Code, elle est arrivée il y a quelques jours. D'accord. Donc, elle est encore en version research preview. Enfin, tu vois, c'est pas le truc... Enfin, ils communiquent pas mal dessus, mais c'est pas encore un usage hyper courant. Même s'il y a de plus en plus de personnes, plutôt des profils tech, qui vont exécuter plusieurs agents pour coder en parallèle. Mais après, ça pose aussi d'autres questions. En tout cas, si je devais retenir des outils à l'heure actuelle qui m'ont marqué ces dernières semaines... C'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Bah, super. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, je dois utiliser quel outil, moi, pour aller chercher mon prochain... invité du podcast Crème Connect? Eh bien, j'en ai un justement, mais il est encore en cours de développement. Mais il y en a un vraiment, je pense que tu vas vraiment l'adorer. Donc on pourra en parler après le podcast. On s'en parle après le podcast. Exactement. Alors. Merci beaucoup, Pierre. C'était super. Merci pour toutes ces infos que tu nous as données. Avec grand plaisir. Très intéressant. Merci d'être venu à ce premier épisode. Et puis j'ai envie de te dire peut-être que je te réinviterai fin 2026 pour voir l'évolution. Quand tu veux. Merci Pierre. Allez, Merci, bonne journée. Vous venez d'écouter Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Pour prolonger la discussion, retrouvez nos prochains événements, nos masterclass, nos tables rondes ou tout simplement rejoindre notre communauté, rendez-vous sur crèmeconnect.io. À très bientôt pour un nouvel épisode.